Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de Parlons Bad saison 2. Je suis en compagnie d'Alexis et Mathéo. Bonjour Alexis, bonjour Mathéo, comment allez-vous ? Salut Steven. Salut, ça va. Alors, comme vous l'avez pu entendre il y a 2 semaines dans le premier épisode, on est toujours 5 dans le studio et puis 3. On a Louise à la régie. Bonjour Louise. Coucou. Et nous sommes aujourd'hui avec Adeline Sergent. Bonjour Adeline. Bonjour Esteban. Alors, on rappelle le concept. Donc, cette fois-ci, on est 5. On a un invité ou une invitée à chaque fois. Donc, aujourd'hui, on a Adeline pour parler des questions d'arbitrage et de juge-arbitre. Adeline, Martin Boisvau y est passé. Tu as 2 minutes pour te présenter au public et pour qu'à la fin de ces 2 minutes, ils sachent qui tu es. Ok, écoutez, donc je m'appelle Adeline Sergent. Je suis arbitre BE accrédité. Ça fait 12 ans que j'arbitre. Et je suis également juge-arbitre Ligue certifié. Ça fait depuis 2006, il me semble que je suis Ligue certifié. Ma passion, c'est vraiment l'arbitrage. Je fais aussi des formations pour tous ceux qui veulent venir se former. Je sais pas quoi dire d'autre en 2 minutes. Ton meilleur souvenir, par exemple, en tant qu'arbitre ? Mon meilleur souvenir en tant qu'arbitre, avoir arbitré Carolina Marin en demi-finale à Orléans sur un BWF 300. Ça, c'est des Trop souvenirs. Carolina Marin. Sympa, ouais. C'était... j'ai envie de poser la question, mais t'avais la Carolina Marin qui crie déjà à Orléans à ce moment-là ? Oui, c'était assez récent, c'était il y a 2 ans. Ok. Donc j'avais la Carolina que tout le monde connaît. Très bien, et ben merci beaucoup Adeline. Et deuxième petit rituel qu'on fait chaque jour, bon là, on tourne le lendemain de l'épisode avec Martin Boisvau. Donc nous, en termes d'actualité, Mathéo, Alexis et moi, on a le match de l'Agnier, voilà. On a vu hier soir. Vous avez pensé quoi du match, les gars ? Moi, j'ai trouvé que c'était une masterclass. J'ai regardé le résumé ce matin. Incroyable. Ouais, c'est énorme. C'était un beau match, hein, franchement. En plus, comme il était cramé à la fin et avec les aléas, parce qu'il se prend quand même un carton rouge au troisième set, donc il perd 1 point. Et après, il lui met 7 points dans la vue. J'ai trouvé ça dingue. En gros, il est mené 12-10. Il prend son carton rouge, donc 13-10 pour Lucky New qui sert. Et il fait 7-1, je crois. Et du coup, il menait 18 ou 17-14. Et en fait, mentalement, hier, c'est mentalement où on a vu que l'Agnier, il était genre... Enfin, il est solide. Bah, en fait, il y avait beaucoup pour sortir, quoi. Il y avait tout pour sortir. Il y avait tout pour En fait, sortir. ils font un rallye de 60 coups. Il se prend un carton rouge parce qu'il demande à aller boire. En fait, il demande à aller boire. Il y va quand même. Alors, Il avait déjà fait une fois. non mais oui, d'accord. Le premier jaune, il est mérité Mhm. parce qu'il avait pas le droit. Mais dans l'interprétation que j'ai des images hier, ce qu'il expliquait à la superviseure pendant qu'elle était là, c'est qu'en gros, l'arbitre lui avait montré qu'il pouvait aller boire et qu'en même temps, il a même pas bu, il s'est juste essuyé la tête et qu'il a quand même pris un rouge. Il a pris un rouge. Et du coup, il se prend dans le 3e set 1 point. Et en fait, là, il y a tout pour, disons, péter un câble. Ouais. Mais en fait, et là, il lui met 7 points. Surtout qu'il avait l'air quand même vachement cramé physiquement. À la fin, c'était Ouais. c'était terrible. Et c'était ouf parce que à 20-19, au moment où Lucky New sert, il sert long alors qu'il a pas servi long du match. Et à ce moment, juste de 20-19 à 24-22, il y avait que des changements par rapport à tout ce qu'on voyait depuis le début du match. Et ça, j'avais trouvé ça trop cool. Voilà, pour notre actu avec Alexis Mathéo, t'as quelque chose à Donc, rajouter ? peut-être on parle rapidement du fait que ça va être filmé aujourd'hui. Oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est le premier épisode filmé. Voilà, donc normalement, vous pourrez le retrouver sur YouTube si jamais vous écoutez sur Spotify. On fait des tests, c'est la première fois qu'on fait ça, donc on va s'améliorer au fil du temps. Mais voilà, pour vous dire que cet épisode est filmé. Adeline, est-ce que tu as une actu arbitrage, joueur, tout ce que tu veux Effectivement, alors j'ai pas vu le match d'Alex, mais je suis un peu là le Danemark Masters. J'ai vu aussi des matchs de ILO la semaine dernière, pas ILO en Finlande la semaine dernière. Ouais, Arctic. Arctic. Royal. Voilà, donc là c'est plutôt, je suis pas mal de matchs sur YouTube. Après mon actu personnel, je devrais aller au championnat d'Europe junior dernière semaine de novembre et première de décembre. Donc il y a 2 events, hein, l'individuel et le par équipe. Et donc voilà, je me prépare pour cette compète. Ok, super. Eh bien écoutez, si on a tous donné notre actu, on va pouvoir passer tout de suite aux 3 questions de ce podcast donc qui sont en lien avec le juge-arbitre et l'arbitrage. En premier, on aura ma question. Dans quelle mesure peut-on utiliser les juges-arbitres ? Alors cette question, j'expliquerai pourquoi je l'ai prise, mais elle est assez claire, la raison. Ensuite, on aura la question de Mathéo. Où est la limite entre la provocation autorisée et l'avertissement ? Et enfin, on terminera par la question d'Alexis. Comment jouer avec les règles du badminton pour mieux gérer ses matchs ? Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on est parti. C'est parti pour l'épisode 2 de Parlons Bad. Esteban Petit au service. Sur égalité. Jouer.
Alors, pour la première question, donc c'était la mienne, dans quelle mesure peut-on utiliser les juges arbitres? Et alors, j'ai posé cette question parce que j'entends souvent dans les salles que les juges arbitres ne servent à rien. Voilà. Et donc, ma question, c'était jusqu'à où on peut avoir l'utilité d'un juge arbitre? Moi, je l'utilise souvent quand c'est des blessures, parce que j'ai souvent besoin de bombe de froid, donc je dois signaler au juge arbitre que je suis blessé. Mais ouais, moi, question, c'était vraiment sur ça. Pour tout ce qui est question de règlement et tout, quand est-ce qu'on peut appeler juge arbitre, etc. Voilà, je sais pas si vous avez une idée, vous les gars, de comment vous utilisez les juges arbitres. Bah déjà, moi, c'est un truc que j'avais pas remarqué, enfin qu'on comprend pas forcément quand on est joueur en compétition. Mais le juge arbitre, il a un rôle qui est au-delà de la compétition. Certes, sur la compétition, il va être en gestion un peu de plateau. Il va être là pour surveiller que tout se passe bien, tout ça. Mais en dehors, il a tout un rôle dans l'organisation de la compétition. Parce qu'en fait, c'est un expert qui a passé qui a eu peut-être sa formation Géo. Géo, c'est c'est organiser des tournois. Ouais, c'est la formation parce que j'ai fait la formation Géo, moi. Ok. Pour organiser des tournois. Et là, en fait, on m'a dit que JA, c'est disons, le grade d'après, c'est la suite après dans le parcours d'organisation de tournois. Et quand on a organisé le tournoi de Rezé, on était tout le temps en communication avec le JA qui nous accompagnait dans notre organisation, notre règlement, qui relisait les règlements, qui relisait toute l'organisation et en fait qui était là pour superviser l'organisation. Donc ça, c'est un rôle qu'on voit pas. Mais en fait, le JA, c'est celui qui va avoir la connaissance là-dessus et qui va pouvoir vraiment accompagner. Après, je sais pas, je pense que ça dépend des JA. Il y en a qui peut-être qui viennent sur place. Oui, ça dépend vraiment des JA et puis de l'expérience du Géo aussi. Mais effectivement, tu as raison dans ta parole. Effectivement, le JA, il a un travail de l'ombre un petit peu. C'est qu'effectivement, le jour J, sur un tournoi, on se dit, il est là, mais il sert à rien, il fait rien. Et en réalité, il fait quand même pas mal de choses. Donc, en amont, il accompagne le Géo pour, par exemple, calculer le nombre de matchs maximum possible sur une journée ou sur le week-end. Et donc, valider ces genres de choses. Valider aussi les séries qu'on va faire sur le tournoi, les séries, les tableaux. Expliquer aussi les avantages inconvénients sur certaines confections de tableaux ou formes de tournois, parce que la raison première pour qu'un club organise un tournoi, c'est une raison financière, hein, c'est un des revenus du club, ça c'est sûr, donc il faut qu'on fasse attention aussi que l'appât du gain ne fasse pas faire n'importe quoi, donc on est vraiment là aussi pour ça, et puis aussi se dire, ok, quelle est la volonté du club, la motivation au problème d'un club quand on leur demande pourquoi vous voulez faire un tournoi. En général, c'est pour gagner de l'argent. Ça, c'est le premier motif. Deuxième motif, c'est aussi pour faire plaisir aux joueurs. C'est important aussi que les gens viennent jouer, viennent et le sourire. Donc, le JA est là pour que les objectifs du club soient remplis de façon réglementaire. C'est super intéressant, ça. Ouais. C'est tout ce qu'on voit pas, en fait, en tant que joueur. Oui, c'est tout ce qu'on voit pas. Et il y a aussi ce côté, justement, le JA peut être là pour, en gros, ajuster. Parce que le club veut gagner de l'argent. Mais si on veut gagner, en tant que club, si on veut gagner de l'argent, on peut avoir tendance à faire des bêtises. Type, un échéancier de 6 heures. Ouais, par exemple, faire un échéancier de très très long. Ou alors arriver sur des trucs où, je sais pas, les séries, elles sont très grandes parce qu'on a envie d'accepter beaucoup de joueurs. Sauf que les écarts de classement sont grands. Et du coup, il y a très peu de points. Et en fait, tu peux te retrouver avec, je sais pas, plusieurs joueurs qui ne peuvent pas gagner de points sur la compète. Donc ça, c'est difficile. Ou pareil, je sais pas, si vraiment tu veux gagner de l'argent, c'est tu fais des poules de 3, un sortant, tu fais tout pour qu'il y ait le plus de monde possible. Ça, j'allais venir à ça. Tout ce qui est question de comment on choisit de faire des poules de 3 ou poules de 4, c'est le JA qui décide ou c'est l'organisation qui propose le JA? On se met d'accord entre l'organisateur et le JA. Okay. Tu vois, par exemple, moi, ça fait très longtemps, là je vais être JA sur un tournoi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, et l'organisateur me dit, tiens, là moi je vais faire une poule de 6, parce qu'au niveau des points, comme tu le dis Alexis, ça correspond bien et ça va... c'est cool, quoi. J'ai dit, écoute, moi, poule 2-6, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais est-ce que c'est dans l'air du temps? Parce que après, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tournoi. Et il me dit, oui, de plus en plus, parce que les joueurs aiment ça. Ils viennent pour au moins 5 matchs et c'est cool, quoi. En TDJ, ouais, beaucoup. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, là, c'est un tournoi, c'est quoi? C'est R4 jusqu'à P. Bon, forcément, les joueurs, tu vas pas faire ça sur du plus haut niveau, parce que 5 matchs en une journée pour un joueur de haut niveau, ça le fait pas. Mais par contre, sur des séries plus petites, ça le fait. Et donc ça, c'est vraiment un échange avec l'organisateur. Et au final, c'est souvent l'organisateur qui peut avoir le dernier mot, parce que c'est son tournoi. Tant qu'il est dans la réglementation et tant que ça passe au niveau horaire et qu'il ne fait pas n'importe quoi, ça le fait. Vous parliez échéancier. Jamais on va accepter de faire un échéancier avec une moyenne de match de 25 minutes par match pour que tous les matchs rentrent. C'est pas plausible, quoi. En général, on est plutôt sur 30-33 minutes en fonction du niveau.
Et tant pis s'il y a des matchs de 23 minutes qui se déroulent. Oui, tout à fait. Ça fait de Ouais, l'avance. c'est une moyenne, ouais. Ça fait de l'avance et c'est pareil. Ça, c'est toute une théorie. Est-ce qu'il vaut mieux prendre plus de joueurs et risquer d'avoir un peu de retard ou en prendre un petit peu moins, mais être toujours à l'heure, voire en avance? Ça fait partie du curseur satisfaction des joueurs. Et ça, c'est un choix aussi. Parce que des fois, j'ai vu des tournois où, en gros, t'arrivais sur le tournoi. Moi, j'ai eu ça à Beauvais quand j'y suis allé en fin d'année. En fait, entre mon premier match et mon deuxième match, il y a eu 6 heures d'attente. Ouais, bah ça, c'est des choses qui sont pas, de mon point de vue, qui sont pas acceptables. Ouais. Parce que voilà, tu mets pas les joueurs dans de bonnes conditions pour jouer. Ça, c'est un truc qui est important aussi. Et là, c'est clairement, on a pris beaucoup de joueurs, on a pris beaucoup de catégories, et puis l'échéancier, il est fait à la va comme je te pousse, et j'essaye de caser le maximum de matchs, et du coup, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Et en fait, c'est même ça les dessert eux-mêmes, en fait, parce que les joueurs C'est ce vont que y j'allais aller une fois. Ouais, C'est ça. c'est ça. Après, il y a des tournois quand même qui sont au niveau organisationnel, qui ont toujours des problèmes tous les ans, et les gens reviennent quand même. Hein. Parce que c'est le tournoi. Mais parce que c'est des tournois qui sont connus, et bon, c'est comme ça, mais et tout le monde râle sur le coup, mais tout le monde revient l'année Ah oui. d'après. Mais c'est vrai que ça dessert quand même le club. Si tu vas sur un tournoi où tu as, je sais pas, 4-5 heures entre chaque match, bah en fait, l'année d'après, tu reviens pas. Et donc, eux, peut-être qu'ils vont faire leurs chiffres un an, mais les gens vont voir. En plus, maintenant, il y a les avis sur IBAD. Donc, en fait, les avis sur IBAD, en général, Mais quand ça il y a quelque vient chose qui va direct, pas, ça envoie. Hein. Ouais. Les gens, ils hésitent pas. Hein. Et ils mettent plus quand ils sont pas contents que quand ils sont contents. Ouais, c'est clair. Ça, c'est l'avis de tous les jours. Maintenant, tout est noté, même les tournois de BAD. Donc, effectivement, il faut faire hyper attention. Ouais, faut faire hyper Mais attention. c'est même drôle des fois, Ouais. les avis. Pareil, j'avais une autre question par rapport Ah oui, c'est la liste d'attente. Alors ça, en plus, dans le département actuellement, ça commence à péter un câble parce que, je vous jure, le tournoi de Clisson, à minuit, le lendemain matin, à 8h, il y avait au moins déjà 50 hommes inscrits sur le tableau simple homme. Là, dans le département où on est, en Loire-Atlantique, les tournois départementaux que tout le monde va d'habitude, ils sont pleins en 2 jours. Et en fait, ma question, c'était comment... C'est en fait, on voit des fois dans le règlement qu'il y a marqué on prend par rapport à la date d'inscription ou on prend par rapport au classement pour les séries. Comment ça se choisit, ça ? C'est pareil. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux dans un même tournoi. Et c'est au choix de l'organisateur. Pas les deux dans un même tournoi ? Ah non, pas les deux dans un même tournoi. Tu peux pas dire je prends soit par date d'inscription, soit par... du coup, le règlement particulier, il est pas beau si vous faites ça. Vous avez déjà... Ok, si vous avez déjà vu ça, c'est pas... C'est pas réglementaire. Après, y a pas, tu peux pas choisir les deux, l'un ou l'autre. Ouais, c'est vrai. C'est trop facile. Ouais, même en fonction des séries. Oui, même en fonction des séries. Ça Après, dépend un peu de la série des ouais. fois quand même. oui, c'est ça. Si tu te dis, ok, pour les séries, pour les top séries, série 1, série 2, où on va avoir tous les joueurs N1, N2, je prends au point. Ok, c'est clair. Et puis pour tous les autres, je prends par date d'inscription. Ça marche. Ah bah voilà. D'accord. C'est ça la question. Ouais, faut qu'on soit précis. Parce que justement, je me pose la question sur Rosé, on fait ça. Ouais. Sur les 2 ou 3 premières séries, je crois, de chaque tableau. Ça, c'est souvent fait. Ouais. Ouais, parce que du coup, là, vu qu'on ouvre au N1, Ah, mais il y en a besoin. Parce qu'en fait, imaginons, tu as, je sais pas, un N1 qui s'inscrit. Et après, tu fais tout autant. Au moment où on s'inscrit. Donc, en fait, tout le monde s'inscrit et il n'y a pas d'autre N1. Tu dis, on doit annuler la série. Alors que non, du coup, tu laisses des places en fait pour Oui, cette c'est série-là. Quoi. surtout sur les séries où, en général, c'est des joueurs qui font beaucoup de déplacements. Mais du coup, c'est bien. En N1, il n'y a pas souvent de liste d'attente. Oui, ça c'est sûr. Mais comment ça se fait qu'en ce moment, il y a tant de listes d'attente que ça? Mais c'est marrant. Donc jeudi, je suis allée dans mon club pour préparer le tournoi et on m'a fait la même réflexion sur le tournoi de Clisson aussi en me disant en 12 heures, c'était plein. Et il y a sûrement la problématique il n'y a pas assez de GIA pour faire beaucoup de tournois. Voilà, moi personnellement, j'en fais peut-être 2 dans l'année et c'est déjà bien. Il y a la problématique il y a plus en plus de gens qui veulent se mettre à la compétition sur des plus petites séries. Donc les plus petites séries, il y a plus de monde et du coup, ça fait du volume. Et puis c'est sûr que sur un gymnase de 7 terrains sur un week-end, on ne peut pas prendre 140 gars en permanence, quoi. C'est pas possible. Et j'ai le même phénomène là, du coup, sur le tournoi des Sorinières. Au bout de 70 inscrits en simple homme. Donc là, ce tournoi-là, il y a beaucoup de séries. Mais on a 70 inscrits en simple homme. On se dit, en fait, on va prévenir tout de suite qu'il faut qu'on mette les autres en liste d'attente. Et la priorité là-dessus, sur le JA avec l'organisateur, ça va être de se dire, OK, je fais un bon dimensionnement.
pour prévenir les gens au plus tôt, pour qu'ils s'inscrivent ailleurs si je peux pas les prendre. C'est ça la priorité en fait, et l'enjeu avec le GIA de bosser en amont. Et ça, ça se voit pas quoi. Et comment on explique aujourd'hui qu'il y a une baisse, ou en tout cas qu'il y a un manque de GIA? Est-ce que c'est par rapport à ce chèque qu'il y a eu? Moi, je me questionne sur la rémunération des arbitres et des juges arbitres, que je trouve des fois trop faible. Mais peut-être que c'est aussi parce que le badminton ne génère pas autant d'argent qu'il voudrait, donc forcément c'est en lien. Mais quand ta GIA va sur un tournoi, il est un payé investissement de temps. ou c'est un panier garni? Alors, ça dépend des clubs, ça dépend des. Voilà, une indemnité de GIA sur un tournoi, ça peut aller jusqu'à une centaine d'euros, tu vois. Donc ce qui est pas énorme par rapport au travail qui est fourni en amont. C'est une journée, Après, il y a aussi les bénévoles du club qui bossent en amont avec le GIA, et donc voilà, ils sont pas non plus rémunérés, mais c'est pas la même compétence. Bon. Moi, ce qui m'agace le plus ce que j'aime le moins dans le rôle de GIA, c'est qu'effectivement, il y a ce sentiment de le GIA, il est là pour aller à la buvette et puis il sert à rien, quoi. En gros, c'est le ressenti de tout le monde, quoi, sans mentir. Alors que en fait, le GIA, moi je sais que je suis très proche des terrains et très proche des joueurs, parce que j'ai envie d'échanger, j'ai envie d'être disponible aussi, parce qu'il y a des gens comme vous qui se posent un tas de questions sur l'arbitrage, et que si je suis planqué derrière ma table de marque, jamais personne va venir me voir et va venir créer ces échanges. Donc il y a ce côté-là. Pourquoi les gens en font de moins en moins? Je pense que le Covid a fait du mal, parce qu'il y a eu une grosse remise en question des loisirs de chacun, et que chacun a plus envie de profiter pour soi-même et moins de donner de temps pour les autres. Et je C'est vrai qu'on le retrouve sur le bénévolat aussi, je pense que global ça dans fait, les clubs. Hein. Clairement, ça a fait du mal dans plein de secteurs, et dont le juge arbitrage et le bénévolat, comme tu le dis, Alexis. Ouais. Bah, à Rosé, on n'a pas ce problème. Enfin, au niveau bénévolat, ça va. Ouais, ça va. Mais, on est un gros club. Donc il y a forcément des gens. Aujourd'hui, on est plus de 400 licenciés. Après, il y a beaucoup de gros clubs où il n'y a personne. Enfin, où ça galère. Mais après, c'est vrai que je sais qu'ils ont ces problèmes-là sur différentes échelles. Hein. Sur le CODEP, ils galèrent au niveau des bénévoles. La Ligue, c'est pareil, parce qu'en fait, c'est des gens qui. C'est compliqué de s'identifier à un CODEP, à une Ligue. Tu t'identifies dans un premier temps à ton club. Ouais. Donc, si tu veux aider, tu aides ton club parce que c'est ton premier lien. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entités qui galèrent en fait au niveau. Mais est-ce qu'il y a moins de GIA? Ou est-ce qu'il y a juste un manque de GIA par rapport au nombre de joueurs qui est croissant en fait? Ouais, c'est ça. Il y a un manque de GIA par rapport au nombre de joueurs qui est croissant. Okay. Il y a moins de GIA qui sont formés que de nouveaux joueurs qui arrivent. Et il y en a quelques-uns qui ont arrêté aussi. Voilà, mais pas beaucoup. Mais tu vois, des gens comme moi qui ont le statut de GIA, qui font 2 tournois dans l'année. Et encore, quand je dis 2, oui, j'en fais 2 cette année. C'est pas suffisant par rapport au nombre de tournois et au nombre de joueurs qu'il y a. Il faudrait que j'en fasse peut-être 7-8 dans l'année. Mais voilà, moi, ma priorité, c'est l'arbitrage, et je bosse beaucoup plus là-dessus. Et je m'investis plus sur les formations d'arbitres. Donc, c'est différent aussi, quoi. Et pour avoir un ordre d'idée, dans le département, là, en gros, il y a combien de GIA Dans le 44, je vais te dire une dizaine, à mon avis, pas plus. Ouais, d'accord. Et il y en a, ils sont tout le temps là. Hein. Ouais, ouais, c'est il y en a, tu les vois. Florent Prudhomme. c'est clair. Alors, pourtant, il joue au badminton. Oui, il est de mon club aussi. Hein. Il est des Sorinières, Florent. Ouais. Et justement, c'est lui qui vient me chercher de temps en temps en me disant là, tu ne veux pas faire de GIA sur le tournoi du club pour que je puisse jouer, parce que moi, je ne peux plus jouer là pour le moment. Et du coup, voilà, je dépanne comme ça. Et Florent, effectivement, c'est quelqu'un qui est beaucoup investi, que ce soit dans son club, dans le département, et puis sur les tournois de tout le monde. Et c'est un GIA. C'est un GIA qui en veut, qui a envie de bien faire, et c'est chouette. Et il y en a quelques-uns comme ça aussi. Ouais. On le voit partout. Moi, dès que je fais un tournoi, il est là. C'est le boss des GIA. À Généton, partout, c'est tout le temps là. Moi, je le vois vraiment comme ça, le boss des GIA. Il est tout le temps là. Ouais. Puis en plus, il est cool. Enfin, ouais, c'est ça. Franchement, c'est agréable d'avoir un GIA comme ça. Exactement. Ok. Et du coup, pour ta question, comment au mieux par rapport utiliser, en tout cas sur le terrain? Moi, c'était sur le terrain aussi que je voulais poser cette question, parce qu'il y a toute cette question de règles. On n'a pas souvent quand on n'a pas d'arbitre. Et par exemple, à Généton, la dernière fois, il y avait une question sur la hauteur du service. Et à quel moment on peut se dire j'ai le droit d'appeler le GIA? Parce que des fois, peut-être on a peur d'appeler le GIA pour pas vexer l'autre. Ou... Moi, c'est à quel moment on peut dire moi, je veux que le GIA il vienne et qu'il regarde, et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Où justement, on trouve qu'il y a un service qui est fait trop haut tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Alors, le GIA, il va pouvoir intervenir. Déjà, le GIA peut intervenir sur un point de loi, mais pas sur un point de fait. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Un point de loi, c'est sur une erreur d'interprétation du règlement, pardon. Et un point de fait, c'est justement la hauteur du service. Il ne va pas pouvoir intervenir dessus, parce que c'est un fait de jeu, quoi, en quelque sorte. Il va pouvoir rappeler la règle,
mais jamais de la vie il va se mettre en position de juge de service et dire ah ouais là il est faute le service. Donc sur des problématiques comme ça, c'est vraiment sur une interprétation d'une règle. Si tu n'es pas d'accord avec l'interprétation de la règle de ton adversaire, tu vas appeler le JA. Et le JA va remettre les choses d'accord. Souvent, ce qui peut se passer, c'est sur des situations d'obstruction qui sont très mal connues des joueurs. Il y a beaucoup d'inventions sur les obstructions. Tu sais, c'est une situation au filet où la raquette va dépasser de l'autre côté, l'autre va venir en opposition. Est-ce qu'il y a obstruction, pas obstruction Ça, il y a plein de choses fantasques qui sont imaginées alors que la situation est très claire. Les matchs vidéo ne nous aident pas forcément parce que les décisions ne sont pas forcément prises correctement par moment. Mais bref, c'est vraiment une situation où tu peux appeler le JA quand tu es sur le terrain et que tu n'es pas d'accord avec ton adversaire. Après, si ça peut énerver l'autre, je pense que quand on appelle le JA, on est déjà un petit peu sorti de son match ou en tout cas pas d'accord avec l'adversaire. Après, on peut tout à fait lui dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pas ça la règle. On appelle le JA, comme ça on ne se pourrit pas et on continue à jouer. Parce que l'idée, c'est aussi de ne pas se laisser embêter par quelqu'un qui connaît pas les règles et quand on est sûr de soi, on appelle et puis comme ça on se remet à jouer, à se concentrer sur le jeu uniquement et pas sur les fioritures, quoi. Okay. C'est-à-dire que concrètement, par exemple là dans la situation d'Esteban, il joue contre quelqu'un qui va servir trop haut, le JA peut venir lui dire, lui rappeler la règle en fait, mais si le mec veut continuer à servir trop haut, en fait le JA ne peut rien dire en fait. Non, le JA peut pas avoir son rôle d'arbitre. Après, il peut être là en disant la règle, c'est que tu dois servir en dessous de la dernière côte flottante. Alors, il y a aussi le côté, on a des règles en 1m15 sur l'international. Et donc, maintenant, tout le monde croit qu'on peut servir à 1m15. Non, dans les tournois pas internationaux, c'est toujours les anciennes règles avec la dernière côte flottante. Donc, en gros, au niveau du nombril, quoi. Donc, il n'y a pas de pige. C'est vraiment, on regarde. Dans cette situation-là, après, le JA, il peut essayer de trouver un arbitre. Pour mettre un arbitre sur le match. Mais c'est possible de mettre un arbitre sur le match? Oui, okay, d'accord. En cours de match. Ouais, en cours de match. Parce que c'est ouf ce que tu viens de dire quand même, du fait que le JA n'a aucun droit, aucun pouvoir sur le fait de mettre une sanction à un gars qui sert trop haut. Non, il peut pas. Après, c'est ouf. Après il peut rappeler la règle, il peut rester à côté du terrain et c'est à toi, joueur, de dire écoute, là, t'as servi trop haut. Donc, c'est une faute. Et c'est de l'auto-arbitrage, en fait. C'est ça, c'est de l'auto-arbitrage. Et le GA, il peut pas prendre part. C'est ouf. C'est-à-dire que si jamais demain, tu croises un mec qui sert trop haut, il n'y a pas d'arbitre, il y a un GA, tu boycottes le match. Tu t'assois, tu dis non, tant qu'il sert. Je vais me mettre à servir comme ça. C'est pas ce qu'on voulait véhiculer avec le podcast, je crois. Non, pas du tout. Mais c'est quand même intéressant d'apprendre ça, tu vois. Ouais. Moi, je ne l'apprends pas. Mais par contre, il y a le côté auto-arbitrage. Donc, tu peux quand même t'imposer, sûr. tu peux quand même dire, mec, tu sers trop haut. Et je pense qu'en fait, c'est sur le papier, le JA n'a pas le droit d'intervenir, mais le JA est là. Oui, il va te dire, tu sers trop haut, je te rappelle la règle. J'insiste sur le fait que je te rappelle la règle. Oui, c'est ça. Écoutez les JA. Le côté, le JA intervient sur le terrain, il y a quand même un gros impact psychologique pour le joueur. Le rouge. C'est ça. J'aime bien quand tu fais ça, parce que c'est vrai que les JA sont tous gros. Non, je plaisante. Ça, on va le couper. Hein. J'ai fait ça pour le rouge parce que c'est imposant le rouge. Non, c'est pour le homard. Pour le homard. On coupera ça. Oui, on coupera ça. Je l'avais bien fait en plus. Ok, on reprend. Du coup. Mais c'est vrai que le JA qui arrive en rouge, comme ça fait toujours un petit choc sur le terrain. Oui, c'est ça a un gros impact. Enfin, ça a un impact. Tout le monde le voit dans la salle et tout le monde se dit qu'est-ce qui se passe. Donc ça attire l'attention et le fait que le JA intervienne et rappelle la règle, ça fait aussi redescendre le joueur. Forcément, il va forcément changer de service après. En tout cas. Et en général, il va faire une faute. Ouais, c'est ça. Il va le mettre dans le filet. Il va le mettre dans le filet. Oui, il va s'aller retrouver en deux. C'est ça. Chaque fois qu'on te le dit, c'est ok. Bon. Du coup, écoutez, je pense qu'on a fait le tour avec cette question. Et juste pour faire un petit résumé des choses en fait pour lesquelles on peut l'appeler le JA sur le terrain, ça peut être voilà un truc qui va pas chez l'adversaire, par exemple un service trop haut, si on n'est pas d'accord sur les lignes. Oui, si vous n'êtes pas d'accord sur les lignes, si vous n'êtes pas d'accord sur le score, si vous vous sentez pas bien, quoi d'autre, c'est déjà en fait pour toute situation un peu inattendue, vous pouvez l'appeler. Dernière petite chose, j'ai entendu parler de cette règle-là, je sais pas si c'est par rapport aux arbitres ou aux juges arbitres, le fait de refaire jouer un set complet.
Oui. C'est le juge arbitre qui décide? Oui. Ok. Alors ça, c'est vraiment en dernier recours. Quand deux joueurs sont pas d'accord sur le score, on essaye on essaye en premier lieu de les faire se mettre d'accord. Si on n'y arrive pas, on essaye de revenir sur le dernier score sur lequel ils étaient d'accord. Donc en gros, souvent c'est à 11. Et si vraiment ils sont pas d'accord, on leur fait recommencer le set. On n'a pas le choix. Ok. On n'a pas le choix. Après, ça m'est jamais arrivé. Souvent, quand on menace ça et qu'il y a 18-18 dans le dernier, ils sont vite d'accord sur il y avait 18-17 avant. Mais voilà, après, c'est quand on intervient aussi en tant que JA dans une situation comme ça, souvent c'est assez tendu. Donc, déjà, je fais descendre la pression. Et après, je vois ce qui se passe avec les deux joueurs, pas seulement avec celui qu'on conteste, vraiment avec les deux joueurs. Ça, c'est toujours important d'avoir les deux équipes pour rester tout à fait fair-play et équitable. Ok. C'est déjà arrivé ça, de rejouer un set. Ouais. Ouais, non, mais c'était horrible parce que il y avait mon partenaire je crois, il s'est fait à moitié la cheville pendant le match. Enfin, c'était galère et du coup, nous, on se mettait en mixte. Et mon partenaire se mettait devant. Sauf que du coup, nous, on était devant au score. C'était le 3e set, je crois. Donc, nous, on était morts. Enfin, moi, j'étais derrière, je faisais limite, je cavalais parce que mon partenaire, il avait une cheville en moins. Et on était vers la fin, il y avait peut-être 15 quelque chose. Et les adversaires n'étaient pas d'accord avec nous sur le score. Et du coup, au final, on n'a pas trouvé de terrain d'entente. On a dû refaire le set. Et là, c'était mort. Enfin, moi, j'étais cuit. Est-ce qu'ils n'étaient pas au courant de la règle, justement, et du coup, ils vont se jouer comme ça? Peut-être, c'est possible. théorie, C'était des vicieux. Mais au moins, c'était en double. Tu vois, je pense pas que Alex, hier, il aurait voulu le refaire le 3e Non. set. Vu comment il était à la fin. Le Quignou non plus, je pense pas. Le Quignou, fallait qu'il aille donner un biberon, là. Il devait, là, partir. Eh bien, écoutez, on a fini avec cette première question. On va pouvoir tout de suite passer à la deuxième question de ce podcast. 57. 0 égalité. Jouer. Alors, pour la deuxième question de ce podcast, c'était celle de Mathéo. Où est la limite entre la provocation autorisée et l'avertissement? Alors moi, j'ai un peu souri quand j'ai lu ta question, quand tu l'as proposée, parce que c'est un peu ta spécialité quand même, la provocation. Mathéo, pourquoi cette question? Bon, tu l'as dit, en vrai, j'aime provoquer. Je suis un joueur assez expressif. Et j'aime ce côté mental au sport et le fait qu'on puisse prendre l'avantage mentalement face à l'adversaire. Ce qu'on peut faire dans beaucoup de sports, mais au badminton, il y a des règles hyper strictes. Enfin, on peut pas faire. Enfin, c'est pas qu'on peut pas faire grand chose, mais on peut pas vraiment prendre l'ascendant mentalement, je trouve, par rapport à d'autres sports. Et ça me manque un peu au badminton. Mais je voulais quand même savoir jusqu'où je pouvais aller dans la provocation et pour essayer de faire déjouer l'adversaire, quoi. Ok, c'est une bonne question. Et quand tu dis que tu aimes bien cette partie mentale, c'est marrant parce que moi aussi, en tant qu'arbitre, j'aime bien cette partie mentale aussi, où tu dois gérer l'agacement ou en tout cas la tentative de provocation des joueurs. Donc réglementairement, qu'est-ce qui est autorisé? Effectivement, pas grand-chose. Tu peux pas, en tout cas, toute sorte de provocation est interdite. Donc tu as la provocation qui est clairement montrée avec le point face à l'adversaire, ça tu vas te faire reprendre tout de suite. J'ai envie de te dire, le truc le moins visible, c'est le regard. Quand tu vas essayer de choper ton adversaire du regard, c'est le moins visible de l'arbitre. En tout cas, c'est pas le premier truc qu'on va réussir à choper. Après, ça va se voir parce qu'il va y avoir la réaction de l'autre et du coup, tu vas vite te faire sanctionner. C'est vrai qu'au badminton, la partie mentale est hyper importante, mais malheureusement, il faut que tu comptes uniquement sur tes capacités physiques pour gagner le match. C'est pour ça. Et donc, le mental, il va être pour toi-même et pas contre l'autre. Tu vas pas pouvoir utiliser ton mental pour aller défier l'autre. Ça va être interdit assez rapidement. Donc, les sanctions, si on veut parler sanctions, c'est surtout tu vas te faire reprendre verbalement une première fois. Et puis, si l'action est répétée, tu vas être amené à avoir un carton jaune et éventuellement un rouge si l'action se répète et est flagrante. C'est ça qui est écrit dans le règlement, hein. S'il y a un comportement répété, on va amener un premier carton, et si c'est répété ou flagrant, un deuxième qui sera le rouge. Ok. Et en termes de cris, du coup, en gros, les cris sont autorisés. Ouais. Après, il ne faut pas que ce soit face à l'adversaire. C'est ça. Ouais. Et en soi, dans les règles, on peut crier sur n'importe quoi.
Alors, c'est pas Après, c'est pas très fair play. Moi, j'aime pas crier sur un service faute, mais. C'est ça, c'est pas écrit comme ça. Il faut que le cri il soit pour toi, effectivement, c'est une façon d'exulter, enfin pas d'exulter, d'expulser tout le stress que vous pouvez avoir. Après, dans le règlement, il est écrit que aucun cri excessif ne doit être permis. Alors là, vous allez vous marrer parce que vous me dites, t'as arbitré Carolina et, Ouais, et je vais pas mis exactement. de carton. Ces cris ont baissé en volume et puis voilà, je vais pas parler de ce match-là parce que c'est pas un match référence, mais en tout cas, les cris excessifs sont pas permis. Donc c'est pas des cris à hurler. Après, c'est complètement compréhensible que un gars serre dans le filet, tu te mets à crier. Si de toute façon tu es directement dos à lui, on ne sanctionnera pas pour ça. On se dit que c'est un encouragement pour toi-même, quoi. Après, quand c'est pas un encouragement pour soi-même, ça se sent très vite. Et par rapport au bruit que tu fais pendant un point, parce qu'il y en a qui font des bruits, j'en ai déjà vu des matchs quand je suis allé voir la National 3. Bah, en gros, avant de frapper le volant, il fait genre ah, il frappe. Ça, c'est autorisé? Oui, c'est autorisé. Après, c'est pareil, tu peux pas dans les fautes. Le règlement dit que tu peux pas si tu crées une distraction pour ton adversaire, c'est faute. Et du bruit pendant le point avec la bouche, c'est pas. Enfin, c'est Non. à l'appréciation de l'arbitre, mais c'est pas considéré comme. Non, après, pareil, l'arbitre peut reprendre le joueur. En fait, c'est assez rare comme situation, ce truc-là, enfin, de mon expérience. Si le joueur fait ça souvent et que l'arbitre estime que c'est une distraction, une tentative de distraction pour l'adversaire, il va se faire reprendre, il va lui dire écoute, il faut que tu arrêtes ça tout de suite, je te compterai faute la prochaine fois parce que tu crées une distraction. Ok. Mais par contre, là où c'est un peu délicat, c'est qu'il y a. En fait, entre arbitres, vous vous connaissez. Oui. Et comme nous, on connaît les arbitres. Les joueurs parlent des arbitres, Ouais. les arbitres parlent des joueurs. Ouais. Du coup, ce côté provocation, des fois, si un joueur, c'est un peu comme, je sais pas, quand on arrive à l'école et qu'on se fait repérer comme étant Bavard. comme étant bavard dès le début d'année, et en fait, on se fait cibler pendant toute l'année. En fait, il y a ce truc-là les arbitres parlent entre eux. Ils savent que tel joueur a tendance à tricher, par exemple, ou tel joueur crie et provoque, et du coup, ils vont être beaucoup plus rigides. Beaucoup plus rigide d'un coup, et le carton ou alors l'avertissement, il va partir beaucoup plus vite, et du coup il peut des fois y avoir une espèce de sentiment d'injustice qui arrive. Enfin, je sais que Mathéo, peut-être tu ressens ça des fois. Ouais. Enfin, t'as l'impression de te faire blacklister en fait par les arbitres ou les juges, certaines personnes, mais c'est pas facile aussi de trouver en fait ce juste milieu entre il faut être juste sans prendre en compte de la personne qu'on connaît en fait et dont on parle en fait entre arbitres. C'est pas facile quand même ça. Ouais, alors moi, mon discours, c'est vraiment tous les matchs se prennent un par un et il faut que tu fasses table rase de tout ce que tu as pu entendre ou tout ce que tu as pu vivre aussi avec le joueur, parce que tu as pu aussi avoir un match avec un joueur qui s'est mal passé et puis tu le réarbitres. Dans les tournois, c'est souvent, tu réarbitres les mêmes joueurs. En fait, chaque match, c'est les uns après les autres et il faut vraiment être capable de sanctionner le joueur pour ce qu'il fait vraiment. Là où, au moment où tu l'arbitres. Alors, ce que tu dis est complètement vrai. Il y a les joueurs qui parlent des arbitres et les arbitres qui parlent des joueurs. Et chacun a son étiquette en se disant c'est bon, si c'est lui qui m'arbitre, je lui dis jamais rien, je vais être cool. Et puis, en arbitre, je peux entendre dire aussi oh là là, je vais arbitrer lui, il provoque tout le temps, c'est pas cool. Il va falloir que je sois ferme. Ce que tu dis est juste. Moi, j'ai vraiment tendance, dans les formations que je fais, à dire ce que je viens de dire. C'est vraiment. Les matchs les uns après les autres, chacun a ses moments aussi d'énervement ou pas. On n'est pas tous dans le même état d'esprit quand on va sur le terrain à un moment donné. Donc, il faut y aller sans aucune appréhension et sans aucun pressenti. Parce que c'est pas bon pour l'arbitrage. De la même façon, si je vais sur le terrain, j'arbitre un membre de ma famille, pareil. En fait, tu fais abstraction de tous les liens. J'ai vécu ça, moi. Ouais. Sur des championnats de France jeunes. Ouais. Championnat de France jeunes, premier tour, je joue William Villiers. J'étais sûre que tu allais dire ce nom. Et c'était son père qui arbitrait. Alors, forcément, je pense qu'il était encore plus sévère. En tout cas, j'ai ressenti ça sur le terrain. Il était encore plus sévère parce que c'était son fils. Mais dans ce sens-là aussi, c'est pas forcément bien. Parce que pour lui, en fait, pour William, c'était moins bon, en fait. Oui. Parce que j'ai senti pas un excès de sévérité, mais que s'il fait un truc, William, parce que il a aussi la pression d'être là, d'être son père.
bah, je pense qu'il laissait pas passer, quoi. Ouais, complètement. Mais c'est pas un exercice facile, hein. Là, c'est sûr que je dis ce qu'il faut faire. Après, dans la vraie vie, c'est pas facile comme exercice. Mais en tout cas, moi, c'est le discours que je tends à avoir avec tous les officiels. Et effectivement, j'ai vécu ce que tu dis. Je suis arrivé dans la région il y a 5 ans, donc avant, j'étais en Île-de-France. Donc, je suis arrivé ici, je connaissais aucun joueur. Et quand on commençait à me raconter les ragots, je dis mais en fait stop, je m'en fous, je préfère les connaître par moi-même, quoi. Et puis je verrai bien sur le terrain. Et voilà, arrêtez de coller des étiquettes à tout le monde, même si c'est ce qui se pratique tout le temps, c'est humain quelque part, hein. Et on colle des étiquettes, des fois des mauvaises étiquettes, et du coup bah, on Mm. arrive sur le terrain. Moi ça m'arrivait de jouer des adversaires, on me disait que ça trichait en face, que la personne ou que la personne était ultra provocante ou quoi que ce soit, et en fait au final le match se passe très bien. Le match se passe très bien, il y a peut-être un litige à un moment, et en fait t'es ferme et il n'y a aucun problème après en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, de partir avec des idées comme ça sur les joueurs, toi, en tant que joueur, ça te met aussi dans des mauvaises conditions parce que tu vas te poser plein de questions, tu vas être plus tendu. Et au moindre doute, tu vas te dire, ah non, ça y est, ça commence. Et finalement, je pense qu'il vaut mieux partir avec aucun préjugé sur le terrain face à ton adversaire et avec ton arbitre et tout ça ensemble. Pour que tu sois vraiment libéré dans ta tête et que ton mental soit vraiment disponible pour ton jeu, quoi. Ouais. Bah moi, je paie un peu mes années jeunes. Ouais. En jeune, j'étais trop. En fait, j'ai pris quelques jaunes qui étaient bien mérités. Et mais du coup, tu sais, j'ai cette réputation en fait qui me suit encore actuellement. Et en fait, non, je fais un petit truc, c'est jaune direct, quoi. Ça, c'est un peu. Ah, c'est moche. Ça, c'est dur. Mais c'est bon, dur. après, c'était de ma faute, hein. En vrai, en jeune, j'étais un peu con. Et t'es un peu nerveux toujours quand même. Oui, Oui, mais moins. j'essaye, moins, et j'essaye en fait, de rester dans les règles quand même. Après, en fait, je prends souvent les jaunes, c'est sur des jets de raquettes, mais des petits jets de raquettes, en fait, pas méchants. Mm. Mais bon, bah voilà, c'est jaune. J'ai déjà pris, par exemple, en jeune, j'avais pris un jaune, pour moi, c'est n'importe quoi, mais en fait, entre les sets, je jette ma raquette, mais pas de façon nerveuse, c'est-à-dire je jette la raquette de l'autre côté du terrain pour changer de terrain. J'ai pris un jaune là-dessus. Ouais, Ah. c'est un peu Il y a un rude, moment, c'est un peu Mais je trouve que ça c'est peut-être le seul élément. Le jet de raquette, Ah oui. c'est le seul élément, enfin c'est un des seuls en tout cas où l'arbitre se dit ah jet de raquette, ding 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 ding, jaune. Ouais. C'est Pourtant, automatique. Alors Il y a que une règle, parce que j'avais entendu ça avant de commencer l'arbitrage, où en gros tu lances ta raquette en l'air, mais si tu la rattrapes, il n'y a rien. Non, on est il n'y a d'accord. rien d'écrit là-dessus. Voilà, Encore une y a fois, rien d'écrit. c'est sur des comportements. C'est en fait tout ce qui est sanctionnable par des cartons, c'est vraiment sur du comportement, donc lié au code de conduite des joueurs et lié au côté agressif, comme on l'a dit. Donc il y a pas écrit jet de raquette de telle façon, c'est carton jaune. En fait, on va estimer la dangerosité du geste. On va estimer aussi si c'est répété, pas répété, si c'est nerveux, pas nerveux. Voilà, mais c'est pas chaque jet de raquette qui va être sanctionné. Personnellement, je déteste mettre des cartons et je fais tout pour éviter de mettre un carton. Donc je préfère être dans le dialogue avec le joueur plutôt que direct mettre un carton qui va servir à rien parce qu'il va recommencer la preuve avec Mathéo. Ouais. C'est vrai en plus, parce que quand tu as l'habitude de prendre des jaunes, après tu prends un jaune et ça te fait plus rien. Il n'y a aucune pédagogie en fait. Si je suis amené à mettre un carton, je veux que le carton il serve à quelque chose et que ça soit pédagogique, quoi. Et donc la pédagogie elle vient avant par le dialogue et par un carton si nécessaire, si le dialogue suffit pas et qu'il n'y a pas moyen de s'entendre. Il y a amende quand il y a carton. Carton rouge, non, en France, non, il n'y a pas d'amende. En À France. l'international. Ah, ça. Ouais, à l'international, il y en a. Ça dépend du niveau des tournois, je crois. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais oui, tu payes des amendes à chaque fois Ok. assez conséquentes, hein. Quand c'est un rouge, quand c'est un jaune, je crois que ça doit être dans les $50. Et rouge, je sais pas. Faudrait que je vérifie dans Ça doit les. être plus. Ok. Ouais, Ouais, je rouge, pense. ça doit être 150 ou $200. Mais t'as des amendes pour beaucoup de choses hein, à l'international. Hein. T'as Oui, t'as pour les pas la même maillots. couleur. Les de t-shirts, maillot. ça paye cher. Ah, les t-shirts, ça aussi, on en a Ouais. pas parlé. J'avais Les ça, moi. t-shirts. Avec mon porteur de double, j'avais pas la même couleur de t-shirt. Bop, amende. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Ouais. À l'international. Pareil, si t'as pas ton nom derrière ton maillot. il y a C'est pas ça, un truc ça dépend du niveau des tournois aussi, mais il y a des tournois pour lesquels ton nom il est obligatoire. Et là, tiens, si on en parle des tenues, ce qui est super chiant, c'est qu'en France, on est les rois des règlements
Et donc, on a fait un règlement différent du règlement international. Et donc, quand des joueurs se retrouvent à l'international avec leur t-shirt avec lesquels ils jouent en France, ils se font allumer parce que c'est pas bon. Ouais, c'est quoi La différence? dimension, C'est par exemple, dimension. la dimension sur les manches, on a le droit à des pubs de 120 cm² en France, alors qu'à l'international, c'est 20 cm². La bande de pub devant en France, elle est de 20, je crois, alors qu'à l'international, c'est 10. Et pareil derrière. Donc on est plus pub. Plus permissif, ouais. Ok. On est plus Ce qui est permissif en une- France. Ce qui est une bonne chose. C'est une bonne chose et une moins bonne chose Mm. parce que et même l'équipe de France quand ils vont sur la Surduman ou sur la Thomas Uber Cup, ils se font allumer parce que ils n'ont pas les bons maillots quoi. Et Ok. je trouve ça hallucinant que personne n'agisse là-dessus et voilà donc moi je suis plutôt pour rester aligné avec l'international. Après c'est vrai que les clubs se plaignent entre guillemets de jamais avoir assez d'emplacements de pub. Alors qu'au final, quand on les vérifie, les t-shirts, tout n'est pas rempli. Bon. Ok. Mais il y a pas mal de choses, on n'est pas aligné avec l'international. Hein. En fait, en France, on a très bien réglementé, ce qui est bien, parce que du coup, le badminton en France, il est très professionnel. Je veux Ouais. dire, même quand je compare par rapport à quand j'étais au Danemark, enfin, je veux dire, au Danemark, en tout cas, sur les compétitions, je voyais pas de JA. Il n'y avait pas de JA, il n'y avait même pas d'arbitre. Je jouais en National 3, il n'y a pas d'arbitre. Enfin, c'est juste, tu notes sur une feuille, tu envoies le scan ou tu prends en photo ta feuille et il te le rentre sur Internet. Enfin, vraiment, tout l'interface Badnet, IBAD, MyFFBad, en France, c'est incroyable. Mais c'est vrai que s'aligner avec l'international, même par exemple sur le côté Parabad, Oui. je trouve que ça, c'est quand même abusé. Enfin, je veux dire, il y a des catégories en France où il y a des joueurs qui sont dans des catégories, ils arrivent à l'international, on leur dit « Ah, mais non, tu peux pas jouer. T'es pas assez handicapé ou un truc comme ça, tu vois. C'est ce qui était arrivé avec Anthony Chaillet, il me semble. D'accord, ouais. Anthony Chaillet qui avait gagné les France. Il Oui, avait battu Lucas Mazur en finale. Ok. Ah oui. Il arrive à l'international, on lui dit ah non mais toi t'es pas dans la catégorie et du coup il a jamais ouf. pu aller à l'international alors que Lucas Mazur c'est quoi, c'est Champion olympique. Championnat. double champion olympique. C'est-à-dire Attends, qu'il y avait un mec qui potentiellement pouvait débouler et le battre quoi. ça, c'est ouf. Faudrait se renseigner sur cette affaire. Moi, ça m'intéresse du coup, si tu tiens à dire. C'est les classifications, en fait. Les classifications de handicap, les critères sont pas les mêmes en France qu'en BWF. Ok. Après t'es peut-être obligé d'assouplir dans le sens où sur la BWF du coup pour avoir assez de joueurs tu peux mettre des catégories qui sont plus petites mais en Ouais. France si tu veux pouvoir en gros que le tournoi ait lieu il c'est faut que ça, tu en élargisses fait, un peu les catégories quoi. C'est vrai que moi je me rappelle des premiers tournois para, les premiers championnats de France para, pardon, où Lucas n'était pas encore là, c'était 60 joueurs, donc c'était peu quoi. Aujourd'hui ils sont plus de 100 en France, donc effectivement il faut faire de l'ouverture aussi pour qu'il y ait de la diversité et qu'ils puissent tous pratiquer. Mais il faut qu'ils aient conscience aussi de cette différence-là assez rapidement parce que il y a l'ouverture en France, mais derrière tu peux pas forcément aller à l'international parce que. Mais ce C'est qui est ça. dommage, c'est qu'on Mais l'a c'était jamais vraiment vu. juste. Hein. Ce gars, c'était vraiment juste, quoi. Mais tu dis, ça aurait été fou. Enfin, c'est quelqu'un. Ouais. Ouais, je vois. C'est ça. Bon, du coup. Petit résumé de la deuxième question. Cela à la fin, c'est un peu. Ouais, on s'est égaré sur les tenues. Mais Bon, c'est on très a bien. l'habitude de C'est le faire. cool. Ouais, c'est bien. Ça permet d'ouvrir sur d'autres sujets. Ok. Donc, petit résumé sur où est la limite entre la provocation et l'avertissement. Vas-y, Mathéo. Il n'y a pas de provocation. Il faut rester concentré sur soi-même. Ok, on l'enregistre bien, ça. Ouais. Bon, c'est bien parce qu'il y a N3 dans pas longtemps là. On va Le voir. jour où il s'énerve, on fait un montage. On est lui en train de s'énerver. Avec le podcast. Il faut se concentrer sur soi-même. Et là, t'as Mathéo qui balance sa raquette, qui casse sa raquette en deux. Ah ouais. Ok, et ben écoutez, super pour cette deuxième question. Et on va pouvoir tout de suite passer à la dernière question de ce podcast. Dernier set. 0 égalité. Jouer. Et donc, pour la dernière question de ce podcast, cet épisode 2, c'était la question d'Alexis. Comment jouer avec les règles du badminton pour mieux gérer ses matchs? Alors, Adeline est venue avec le règlement, donc je peux le montrer à la caméra d'ailleurs, le règlement de la BWF. Voilà. Donc, t'as prévu un petit jeu, c'est ce que tu nous as dit. En Ouais, tout cas, ouais, c'est ça. t'avais des questions à nous poser sur les règles. Bah, je pense qu'on va commencer là-dessus et C'est ensuite parti. on pourra développer sur comment bien gérer ses matchs avec les règles. Vas-y, Adeline. Ok, super. Donc, voilà, vous êtes tous joueurs. Vous savez tous en gros que le but du jeu, c'est de marquer le plus de points et de taper dans le volant pour qu'il tombe dans le camp de l'adversaire. Jusque-là, je suis. On est bien. Et donc, je voulais vous demander si vous avez déjà ouvert un règlement de badminton et si vous savez où le trouver. Je ne suis plus. Moi, vu que j'ai passé ma formation d'arbitre, oui. Et on le trouve sur MyFFBad. Oui, c'est ça. On Voilà. le trouve sur MyFFBad en mode connecté dans les outils d'officiels techniques.
Et donc, il y a ces règles. Et donc, dans ces règles, il y a 17 articles. Il y a... tiens, je vais vous laisser le feuilleter. Alors, désolé, j'ai pris le règlement anglais, mais vous êtes tous bilingues, je suis quasi sûre. Carrément. Est-ce que tu peux me trouver, Alexis, la règle qui parle du service? On parlait du service tout à l'heure. Donc, c'est pas un piège, c'est dans les grands chapitres. Hein. Ça va être écrit en gras. Ouais. Ouais, voilà, c'est la règle 9 qui décrit les services. Et donc, tu vois, il y a un petit paragraphe en bas. Et si tu tournes la page, tu vas te rendre compte que le paragraphe 9, il est super long. Wow. Donc tout ça, c'est le service? Ouais, tout ça, c'est le service. Alors, si je peux montrer à la caméra. Ça, là, toute cette page-là est dédiée au service. Donc, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, en gros, il y a une page complète à 4 de règles avec... On part de 9.0, 9.1 à 9.5. Sauf qu'il y a des 9.1.7. Bref, c'est une bonne grosse page, quoi. Il dit la police. Ok. Non, mais... Déjà, là, le règlement, t'as 47 pages. Alors là, il y a 14 pages de règlement et il y a 46 pages, je crois, de recommandations. Les recommandations, c'est expliquer, voilà, il y a une infraction à la règle 9, par exemple, il y a une infraction sur le service. Ouais. Comment tu fais pour signaler cette infraction? Donc c'est tous les gestes de juge de service, tout ce qu'on doit dire aussi, toutes les phrases qu'on doit dire pendant le match. Ah oui, il y a ça aussi, d'accord. Ouais. Donc effectivement, il faut connaître les règles, alors pas forcément par cœur, hein, ça dépend du niveau qu'on a, et il faut connaître les instructions aussi. Et donc je voulais vous rendre compte que voilà, pour juste un simple geste de service, c'est quand même régi par pas mal de règles. Mais en même temps, c'est une page et ça peut être intéressant de la lire, cette page, en fait. Parce que, en fait, pour avoir au moins toutes les informations, quoi. Ouais, complètement. C'est pas tant que ça. Enfin, il y a beaucoup de règles, mais c'est pas tant que ça en réalité. Enfin, je veux dire, 14 pages, on peut lire ça. Je pense que chaque joueur devrait. Tous les soirs, tu le mets sur ta table de chevet, tu lis ça pendant une semaine et c'est bon, tu as lu tes 14 pages, tu connais le règlement. Ouais. Quoi. Et puis, je suis sûr que ça pourrait aider pas mal de joueurs. Ça pourrait aider pas mal de joueurs. Après, si on s'arrête, je sais pas, sur un article en particulier, dans les fautes, là, sur l'article qui parle de l'obstruction, ça peut être marrant qu'on s'arrête dessus parce qu'au moins, on pourrait lever pas mal de loups de mer, là-dessus. Donc, vas-y, regarde, Mathéo, c'est dans l'article. L'obstruction, c'est le fait d'avoir la raquette qui va de l'autre côté. On précise. Non. L'obstruction, pour moi, c'est empêcher le joueur de faire son coup. C'est soit empêcher le joueur de faire son coup et du coup, le volant rebondit sur ta raquette. Ouais, mais des fois, c'est ça. Et des fois, t'es du côté du mec. Et si la raquette peut finir du côté de l'adversaire? Alors, justement, dites-moi quelle est votre vision de l'obstruction, vous qui êtes pas arbitre tous les deux, Mathéo et Alexis, quelle est votre vision? Et puis après, on lira l'article. Je pense qu'on peut... Alors, on doit toucher le volant, on doit taper le volant de notre côté. Ouais. Mais on peut finir du côté de l'adversaire si on ne gêne pas l'adversaire. Donc ça, c'est une partie correcte du côté du frappeur. Maintenant, qu'a le droit de faire le joueur qui est en face? Donc le frappeur, tu as vraiment bien défini les choses. Il frappe le volant de son côté du terrain, de son côté. Le frappeur, c'est celui qui pose sa raquette en bloc. Non, le frappeur, c'est celui qui a le volant. Le volant est de mon côté. Je frappe donc de mon côté, du filet. J'ai le droit de finir de l'autre côté. Oui. Ok, d'accord. Voilà. Et ensuite, donc, du coup, l'adversaire, qu'est-ce qu'il a le droit de faire avec sa raquette quand le coup est joué comme ça près du filet? Rester de son côté, j'imagine. Rester de son côté, ouais. Il veut faire un move. Il peut pas toucher ma raquette. Il peut pas toucher ta raquette. Parce que moi, c'est ce qu'on m'avait dit, c'était parce que je sais qu'il y avait des joueurs qui jouaient avec ça. Et après, je sais pas s'ils ont le droit, mais en gros, le frappeur, il faisait son coup et il faisait exprès d'aller un peu plus loin, toucher la raquette du mec pour lui dire t'as fait faute. Non mais tu joues des gens qui douillent là. Là du coup c'est le frappeur qui fait faute, c'est évident. Okay, s'il va chercher. Ah mais pour lui, pour le frappeur, c'était le fait d'aller chercher la raquette de l'autre qui faisait que t'as touché ma raquette, t'as fait faute. C'est l'interprétation aussi. Non, c'est pas ça du tout. Donc si on prend la règle. Je recherche l'article rapidement. C'est ça. Donc, la règle de l'obstruction, pour ceux qui ont envie d'aller fouiller, c'est la 13.4.4. Et donc, il y a faute si, en jeu, un joueur fait obstruction à son adversaire, c'est-à-dire qu'il l'empêche de faire une frappe légale au-dessus du filet quand le volant est suivi au-dessus du filet. Donc, c'est quoi une frappe légale? C'est effectivement, comme l'a dit Mathéo, frapper le volant de son côté.
finir son geste de l'autre côté. Et donc l'adversaire n'a pas le droit de mettre sa raquette en obstruction de telle façon qu'il puisse pas finir son geste correctement. C'est pour ça qu'il y a justement ces mecs qui se disaient je vais finir mon geste un peu plus loin, comme ça je touche sa raquette. Oui, et là, forcément, il y aura obstruction. Mais même le simple fait de mettre ta raquette assez rapidement et en opposition, et si l'autre joueur change son geste, ça se voit aussi. Oui, il y a ce truc-là. Oui. C'est vrai, en fait, quand on arrive au filet et qu'on veut justement frapper, et que l'autre a la raquette là, hop, on fait et on peut avoir le tendance à paniquer parce qu'on se dit, il y a la raquette qui est ici en fait. Alors qu'il Et a le ça, droit c'est de- ça. c'est une faute. Et Ça, c'est souvent, la frappe va être loupée par le frappeur, alors que c'est l'autre joueur qui fait faute. Et donc ça, c'est une faute, parce que justement, tu vas être empêché de faire ton coup, ta frappe légale, comme c'est. Et là, en comme tant c'est écrit. qu'arbitre, tu dois dire faute. Oui, en tant qu'arbitre, Ok. tu dois dire faute Ah ouais. pour le joueur qui a mis sa raquette en opposition. À partir du moment où on sent que ça a perturbé le joueur en fait. Clairement, c'est clairement dit. Ah, c'est Si- hyper compliqué du coup. Hein. C'est hyper compliqué à juger. Enfin, oui, quand tu as l'habitude, c'est beaucoup moins compliqué. Et puis quand tu as aussi le sens du jeu, quand tu as été joueur ou quand tu joues encore, tu le sens cette situation-là. Et puis ça se voit, le défenseur qui va venir rapidement au filet pour se mettre en opposition, qui va faire paniquer le joueur qui doit frapper le volant, ça va se voir tout de suite que sa frappe, il va changer le mouvement de sa frappe. À partir du moment où il change le mouvement de sa frappe, c'est l'obstruction pour Donc s'il y a un gars qui arrive à faire obstruction, j'ai juste à faire un smash à 3 mètres à côté du truc pour montrer que ça m'a perturbé. Non mais moi je pense typiquement quand on parle de ce cas-là, je pense à un match où je sais pas si tu l'as vu, Adeline, celui-là, c'est je sais plus c'était quand, en 2022 je pense, Christo Popov contre Marc Aljou, Oui. où il fait 2 fois ça de suite Ouais. dans le Money Time, Ouais. et en fait il met sa raquette en opposition comme ça, Ouais. le volant tombe sur sa raquette et repart. Est-ce que là du coup c'est faute parce que l'arbitre ne dit pas faute 2 fois de suite? Ouais. Ah, c'est Il y a, Toi, tu l'as raté- après, il faudrait Ouais, qu'on on est- regarde à nouveau Ouais. les vidéos, mais je me rappelle Ouais, très voir. bien les avoir vues. Et oui, il y a obstruction. Il y avait eu questionnement à ce moment-là. Il y a eu obstruction, comme cette année au All England, il y a eu une obstruction qui a pas été, il y a une obstruction qui a été signalée. Alors, Ginting contre Exessen. c'est ça. Il y a ça. jamais de la vie, il y a obstruction. Ouais. C'est Ginting, je crois, il est derrière la ligne. Ginting, il est derrière la ligne de service, et jamais de la vie, il y a obstruction quand tu te mets derrière la ligne de service en opposition avec ta raquette. Tu t'empêches pas l'adversaire de faire une frappe légale. Il a juste intercepté quoi. C'est ça. Ok. C'est une situation qui arrive hyper régulièrement en plus. Hein. Ouais. Bah c'est là où il y a le. il y a Et le quand plus t'es en de- auto-arbitrage, en plus, ça hyper galère en fait. En auto-arbitrage, c'est Bah oui, ingérable. c'est C'est impossible. ingérable. Moi en auto-arbitrage, je me dis que Tu si. le laisses, hein, la beauté du geste. Voilà. En gros, moi je pense à l'attention de jeu et je me dis que si dans le jeu, l'adversaire a eu l'occasion de mettre un kill comme ça et que moi je dois faire ça pour me sortir de ça, pour moi c'est que l'adversaire a mieux joué que moi et que du coup dans l'intention de jeu il va gagner le point et tant pis. Ah, Toi, moi, quand, c'est le donc, toi, contraire. quand ça t'arrive, tu donnes le point à l'adversaire. Imaginons, j'ai fait un volant un peu trop haut, je prends un kill mais je mets ma raquette en opposition. Ouais. Enfin je mets ma raquette et le mec marque mais il y a faute ou vas-y, Il machin. tape ta raquette, quoi. Ouais, ou il tape ma raquette, pour moi je lui donne le point. Pas il tape ma raquette. Non, je pensais pas à ça. Ouais. Je pensais plus au fait, moi je pensais plus au dépassement de. En fait, comment on juge le fait qu'on va dans la moitié adverse du terrain. Si tu as frappé le volant de ton côté, tu as le droit de finir le geste de Ouais. l'autre côté. C'est ça. Mais du coup, quand on n'est jamais sûr, quand on n'est pas sûr qu'il y a Tu invasion laisses. ou pas, Ouais, tu moi je laisses. laisse. Tu laisses. Moi ça je laisse. Mais moi c'était Mm. plus pour le côté obstruction. Oui, obstruction. ok. Bah ça moi aussi je laisse parce que si en vrai le mec il a son tamis, en vrai s'il réussit à renvoyer mon volant avec son tamis et qu'il l'a mis au bon endroit, en vrai bien joué à lui. Mais c'est ça, comme c'est ça. ça, c'est comme ouf. Parce qu'il y a aussi des fois quand tu sais, les mecs qui se mettent à genoux, ils mettent leur raquette comme ça et ils prennent un gros match. Ça, c'est pas de l'obstruction, ça. Non. Ça, t'as le droit de Ça, le faire. bah, ça dépend où est le joueur, mais s'il se match, comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière la ligne de service, bah, il n'y aura pas obstruction parce que il va pas frapper, il va pas, son geste va pas être, il va pas être gêné pour finir son geste. Ok. Ok. Mais je pense que ça va intéresser beaucoup de monde ça. Ouais. Bah voilà, donc c'était ça l'idée du petit jeu, c'était de se dire tiens, voilà un règlement, est-ce que vous l'avez déjà feuilleté? Et puis arrêtons-nous sur un article pour voir Ouais. comment il est long. Arrêtons-nous sur un autre aussi parce que vous verrez que j'espère vraiment vous avoir donné envie de le lire, mais vous verrez qu'à la Bah ouais. lecture, c'est pas évident parce que les tournures de phrases sont vraiment pas évidentes et donc faut pas se farcir tout un article, faut s'arrêter petit point par petit point et pas hésiter à se poser les bonnes questions. Voilà, De toute façon il y a combien de points? il y en a 17 en tout. Un point par jour. Voilà, tu fais un petit point par jour. Bon, en 7 jours c'est bon. sachant que le premier c'est le terrain, le deuxième la raquette, le troisième le volant, ça va assez vite. On et, va à notre rythme. Et du coup, parce que la question de base, c'était comment jouer avec les règles du badminton pour mieux gérer ses matchs. Je pense qu'en termes là, on parle de gérer des fois des points et tout. Mais moi, je pensais aussi au temps de pause.
Ouais. qui est un grand. Enfin, quand t'as pas d'arbitre, t'es là, tu râles parce que le mec il met 40 ans entre 2 sets, mais en fait il a 2 minutes. Oui. Voilà. 2 minutes à 11, c'est 1. Oui. Et alors, la fameuse question, on l'avait abordé dans un épisode précédent dans la saison 1. Combien de temps on a pour servir moi, je pose la question à Alexis Mathéo, du coup, quand est-ce que vous pensez qu'on a le droit de servir combien de temps on a le droit Tu l'as dit juste avant. Moi, je pense quand les deux joueurs sont prêts. C'est vrai qu'on hier n'a pas soir, discuté hier soir. Parce qu'on a eu un commentaire qui disait que du coup c'était pas 15 secondes et je suis d'accord, j'ai vérifié le règlement, c'est pas 15 secondes. Dans ma tête c'était ça, parce que je me suis dit que 15 secondes c'était ok. Mais en fait non, si l'autre joueur en face est prêt, tu dois servir. Et donc c'est celui qui reçoit qui dicte un peu? Non, c'est celui qui sert. Les deux, en fait, ça c'est défini dans la règle 9 du service, où effectivement, c'est indiqué que le serveur ne doit pas servir avant que le receveur soit prêt. Néanmoins, il ne doit pas causer de retard au service. Donc en fait, le point est fini, tu ramasses ton volant et tu te prépares à servir. Et donc, La règle, c'est vraiment le jeu doit être continu. et donc en tant que receveur, Ouais. est-ce que tu as le droit, toi, de faire des petits tours de terrain avant que le mec y serve, ou justement quand le mec est prêt à servir, tu dois te mettre prêt aussi? Pareil, tu dois être prêt Ok, à c'est vraiment les deux joueurs tu dois qui sont être prêt à impliqués dans- recevoir et tu ne dois pas causer de retard au service. Ok. Et je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais ce qu'on remarque en tout cas au niveau, c'est que le jeu il est pas du tout continu. Alors, de plus en plus, on nous pousse à haut niveau justement à faire que le jeu doit être continu. Et donc, souvent, ce qui se passe, le point se finit, admettons, fond de terrain, le volant tombe fond de terrain, le joueur va aller ramasser le volant en marchant, il va le renvoyer à l'adversaire en marchant, et l'adversaire, là, il doit le prendre directement et se mettre en position pour servir. Il ne va pas aller faire un tour de l'autre côté pour servir. Ça ne doit pas être permis, parce que Ok. c'est discontinu. Donc, tu as ce côté-là où effectivement, tu vas trouver ça hyper long parce que les actions vont se faire en marchant de chaque côté. Mais tant qu'ils font pas de tour de terrain Ok. pour aller discuter avec leur coach ou tout ça, c'est autorisé. Et ça, on est vraiment vigilant là-dessus parce que faire des tours de terrain, permettre aux joueurs de faire des tours de terrain, c'est permettre à un joueur de récupérer des forces. Et ça, c'est pas autorisé. Après, plus on monte en niveau, moi je pense au match d'hier avec Lagné où il prend un rouge. Du coup, c'est la situation qu'on a décrite en tout début d'émission. Après un rallye à un niveau comme tel, comment on peut se dire. Et c'est là que c'est compliqué. Bah ouais, comment l'interprétation, tu peux te dire que les mecs, ils ont pas besoin de faire une pause dans le 3e set après un rallye de 60 coups? Alors, j'ai pas encore eu le temps de le voir ce Mm. match, mais effectivement, j'ai lu le résumé Badin et puis on en a discuté tout à l'heure. La réglementation aussi là-dessus, c'est les joueurs peuvent aller s'essuyer rapidement sans demander l'autorisation à l'arbitre. Ok. D'accord. Pourvu qu'il ne cause pas de retard de jeu. Alors s'il le fait direct après le point. C'est ça. Il fait direct après le point, il va s'essuyer, c'est autorisé, il n'y a aucun souci. Par contre, pour boire, il faut qu'il demande l'autorisation à l'arbitre. Et ça, l'arbitre va l'autoriser s'il considère qu'il n'est pas en train de casser une routine de son opposant. Ah, bah oui, mais il y avait ce côté-là aussi en fait. Parce que forcément, l'arbitre là sur ce match-là, il voit que Lagné est cramé. Ouais, éclaté. Et il voit que Loquinho est mieux. Mm. Donc en fait, Si, quand c'est pendant- Lagné demande, et peut-être que Loquinho en face, il est déjà en train de se placer, on voyait pas Loquinho à ce moment-là. Mais le Quignou, en fait, si, à la fin du match, justement, il servait très très vite. Genre, dès Mhm. qu'il était prêt à servir, et en mode Lagné, il y a eu beaucoup de services, on s'est dit, oh, le chien, il fait ça. Mais en fait, en gros, le Quignou, dès qu'il voyait que Lagné était un minimum prêt, paf, il servait. Ouais, donc c'est sûrement pour ça qu'il s'est pris Ok. le rouge en fait. Tu vois. C'est que Ok. il était en train de se faire remonter et de prendre plein de points d'affilée, et donc il a essayé de casser cette rythmique-là, et c'est pas autorisé. C'est pas autorisé d'essayer de récupérer des forces alors que l'autre est en plein boom et en train de marquer des points. Et même si on avait 60 coups, en fait, nous on avait la caméra sur Lagné. Donc on voyait Lagné qui demandait pour boire. Mais on voyait pas Loquinho. Ça se trouve, Loquinho, il était déjà comme ça en service. Ouais, ok. Et si Loquinho il est comme ça en service, bah en fait c'est Tu le flagrant pour l'arbitre. C'est clair, tu l'autorises pas parce que l'autre est déjà prêt Ouais. à servir. Mm-mm. Et donc Ouais. si Alex y est allé malgré le refus de l'arbitre, forcément. C'était la première Ok. fois ça. C'était la Ouais, première fois. Il a premier- été boire quand même malgré. Ouais. Oui, après, si c'est la première fois, il sait Ouais. à quoi il s'expose, il se Et prend la un deuxième- carton et c'est pas grave. Non mais la Ouais. première fois c'était ça et après la deuxième, Deuxième, par c'était un peu contre, plus brouillon. il voulait y aller, c'était brouillon en fait, il a essayé de négocier pendant Je crois longtemps, en fait. qu'il a même pas bu, en fait. Il s'est juste essuyé et il a quand même pris rouge. Il y avait un gros côté gestion de match quand même. Ouais, Ouais. hier. Un gros côté. Je pense qu'il l'a pris pour le retard de jeu du coup. Ouais, ok. Mm.
Mais il était bien mort aussi. Ouais, Surtout mais il était mort et l'autre non. Enfin, Ouais. et l'autre en tout cas moins. Le Kinyu, il paraissait pas non plus. Enfin, franchement, il allait vite rejouer vite et tout. Dès Ouais, qu'il mais pouvait servir, il servait. bah tu vois, il a joué le côté mental aussi, enfin mental physique. Il a vu que Lanier était cramé et du coup il s'est dit, faut que je me mette rapidement prêt à servir parce que je sais que si je me mets rapidement prêt à servir, il faudra qu'il soit prêt lui aussi. C'est intéressant ça. Ça veut dire qu'en gros, c'est le mec tu sais que tu as un meilleur physique que le mec en face. Tu fais des gros rallyes, tu te mets en place pour servir. S'il y a un arbitre, il va être obligé à un moment en fait, il va être obligé de booster l'autre parce qu'il va voir la différence entre les deux. Et il va se dire, il y en a un qui est prêt à jouer et l'autre qui est pas prêt. Et donc en fait, à partir du moment où tu fais ça, c'est limite toi qui a l'ascendant en tant que serveur. Parce que si tu montres que tu es prêt, c'est ça. Et du coup, quand on parle de gérer son match, on peut typiquement utiliser nos capacités physiques si on sent qu'on est mieux pour continuer à jouer. On a le droit, en gros, de se mettre prêt à servir et d'attendre que le mec en face soit prêt aussi. Donc ça, en termes de gestion de match, je pense que c'est intéressant de... Et par contre, c'est sur le côté comment gérer, mieux gérer ses matchs, il y avait beaucoup la notion d'entrepoint. Et je sais qu'on avait une intervention là-dessus quand j'étais jeune. C'était tout sur un top élite, sur un top élite, et on avait une intervention d'un arbitre justement qui nous parlait de ça et qui nous parlait du fait de comment tu grappilles des secondes entre les points. Et je trouvais ça intéressant. Et comment du coup tu peux grappiller des secondes entre les points. Il y a ce truc à la fin du point, parce que chaque seconde compte en fait à ces moments-là. Bien sûr. Tu vas t'essuyer la tête, le grip. Même si en soi c'est continu, tu gagnes quand même 2-3 secondes. Bien sûr. Ensuite, il peut y avoir d'autres choses, j'imagine. Enfin, il y a le bah, changement de volant. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais y venir aussi, le changement de volant. Donc le changement de volant, il te sera autorisé, pareil, si tu le demandes tout de suite après la fin du rallye. Mais souvent aussi, c'est autorisé si tu vas t'essuyer puis tu as le volant ou tu l'as pas, tu le récupères de ton adversaire et tu dis tiens, je veux le changer, hop, tu gagnes aussi quelques secondes. Après, au niveau, parce que tu changes pas de volant juste pour ça. Oui, c'est à haut niveau. Et, c'est portefeuille, quoi. C'est clair. Et, pareil, ça, sur le changement de volant, pour enlever aussi tout doute, c'est l'arbitre qui prend la décision de changer le volant. C'est le joueur qui demande, mais c'est bien l'arbitre qui prend la décision, OK, va changer, ou non, tu changes pas, parce que clairement, tu es en train de gagner du temps, par exemple. Voilà. Après... pareil, vous pouvez gagner quelques secondes sur je renvoie le volant. J'ai perdu le point, tu es censé ramasser le volant et le renvoyer aussitôt, tu peux le recoiffer un petit peu. Quand tu le renvoies, si c'est toi qui le récupères pour servir, il n'arrive pas forcément là où tu veux, donc tu peux aussi le ramasser. Bon, faut pas non plus exagérer, mais... Tu râles un peu, parce qu'il l'a pas envoyé à l'endroit où il fallait. Oui, alors ça l'arbitre le reprendra s'il n'est pas renvoyé correctement ou suffisamment tôt, ça sera repris, mais oui, tu peux grappiller quelques secondes. Après, si tu rentres dans une certaine routine, à chaque échange, ça va se voir et l'arbitre va intervenir. Ça dépend des niveaux, ça dépend aussi de l'expérience de l'arbitre, faut être clair. Les arbitres, quand ils débutent, ils sont plutôt sur leur feuille de score à se dire est-ce que les joueurs sont bien placés, est-ce que j'ai bien écrit mon score dans la bonne case, et ils sont moins concentrés sur le côté humain et mental des joueurs. Ça vient un petit peu après, ça vient rapidement, je vous rassure, mais ça vient un petit peu après, donc tu peux gagner effectivement un petit peu de temps là-dessus. Oui, c'est ça. Et il y a ce côté, en fait, il faut que ce soit continu. Donc, en fait, c'est pas, je vais prendre, au lieu de, pour rendre le volant, je prends 1 seconde. Enfin, je prends 5 secondes et je suis là. Je refais toutes les plumes pour vraiment prendre le temps. C'est, je vais grappiller 2 secondes sur m'essuyer le visage. Ensuite, je vais grappiller 2 secondes pour... au début, je vais grappiller 2 secondes pour rendre le volant. Ensuite, 2 secondes, peut-être une grande inspiration avant mon service. Et en fait, 2 secondes plus 2 secondes plus 2 secondes, ça se remarque pas. Le jeu est continu. Mais en fait, j'ai grappillé du temps, quoi. Et j'avais aussi une autre question, parce qu'il y a certains joueurs qui font ça contre moi, ou même moi je le fais pas des fois. Quand tu fais la faute au filet, par exemple, et que du coup le volant retombe dans ta moitié de terrain, c'est à toi de rendre le volant à l'adversaire ? Dans le règlement, c'est écrit comme ça ou pas ? Non, il n'y a rien d'écrit là-dessus. Ça fait partie du code de conduite ça fait partie du code de conduite des joueurs, le fait d'être fair play et donc de rendre le volant. Après, s'il est pile poil sous le filet et que vous êtes tous les deux près du filet, mince, il y en a un qui va le ramasser. Souvent, c'est celui qui a gagné le point qui va le ramasser. J'avais vu un match comme ça où c'était Poussala Shindu contre. J'étais sûr que tu allais me parler. Ce match-là, il est.
contre Carolina Marine, où en gros le volant est dans la moitié de terrain de Shindu et Carolina Marine met sa raquette sous le filet pour récupérer le volant. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Oui, elle a le droit de faire ça. Les deux ont le droit de récupérer. Après, là, il y avait le côté... elle voulait le récupérer pour le rendre, alors que Poussala était juste là pour récupérer le volant aussi. L'attitude de Carolina à ce moment-là n'était pas correcte. Ok. Et d'ailleurs, elles se sont pris un jaune toutes Oui. les deux, parce qu'elles se sont engueulées au filet après. Mais l'attitude n'était pas correcte. Et il faut toujours garder en tête que l'arbitre il va juger est-ce que le comportement de joueur est un comportement digne du badminton. Est-ce que c'est pas un comportement antisportif Ok. Est-ce qu'il respecte l'adversaire? C'est des notions importantes. Et est-ce qu'il y a une corrélation entre le temps pris entre les points et le niveau? Est-ce que plus on augmente un niveau, plus il y a de temps qui est pris entre les points? Je dirais que normalement non. Normalement non. À chaque niveau, le temps doit rester le même. Dans les faits, Devrait rester. ouais, c'est ça. Dans les faits, tu as des joueurs de niveau P ou D qui vont enchaîner les points très vite des fois. Ouais. Et puis après, quand plus on monte en niveau, plus on monte en intensité pendant les échanges. Du coup, plus on génère de la fatigue, même si on a des capacités physiques différentes. Mais du coup, on va effectuer, comme tu l'as décrit tout à l'heure, on va essayer de grappiller quelques secondes pour récupérer et pour gagner un petit bonus sur son adversaire. Donc, ça doit rester continu. Mais effectivement, on observe ce changement de temps entre les points en fonction du niveau. Ouais. Et petite question, est-ce qu'on a le droit de mettre du talc entre 2 points? Oui, Ouais. ça c'est autorisé aussi. C'est comme la serviette. Ça se voit, en fait, ça se voit. Hein, l'arbitre, il va voir que tu transpires. Et du coup, si tu as besoin d'aller t'essuyer et de remettre du talc, par contre, pour remettre du talc, il faudra que tu demandes l'autorisation. D'accord. Tu peux le faire, tu peux t'essuyer. Enfin, tu sais que tu vas aller t'essuyer, donc tu te diriges tout de suite vers ta caisse et puis tu dis je veux mettre du talc. Forcément, on voit que tu transpires, on va te laisser faire puisque c'est pour que tu puisses jouer correctement. Oui, c'est ça. Ok. Ah, c'est bon à savoir. Et tu as déjà eu des revirements dans certains matchs, des revirements dus à justement une bonne gestion d'entrepoints ou des joueurs qui réussissent à bien casser le jeu à un moment. Est-ce que tu as des gros revirements qui te viennent en tête comme ça ou pas? Non, j'en ai pas. Je sais que j'en ai vécu, mais j'ai pas d'exemple concret à te montrer. Mais en tout cas, j'ai eu cette satisfaction en me disant oui, je suis intervenu et il y a eu un impact sur le jeu. Et c'était chouette parce que lui, il essayait de prendre trop de temps et du coup, je suis intervenu. Je lui ai dit arrête de prendre trop de temps. Parce que l'objectif d'un arbitre, c'est que ça n'arrive pas. En fait, ce cassage de jeu. L'objectif de l'arbitre, c'est que les deux joueurs restent de façon que les joueurs gagnent leur match de façon équitable et dans les règles. Et du coup, Grâce au jeu, en fait. c'est ça, grâce au jeu. Et Ok. quand tu essayes de gagner du temps, c'est pas équitable parce que tu veux récupérer des forces plus rapidement. Et surtout, quoi. c'est aussi le truc des phases, en fait. Enfin, Oui. il y a un joueur qui va être dans une bonne phase, ensuite ce sera l'autre, ensuite ce C'est sera ça, l'autre. c'est ça. Et du coup, en fait, ils essaient de gagner du temps pour que la personne qui est dans sa bonne phase, elle gagne le moins de temps, le moins de points sur cette bonne phase. En fait. Exactement. Et plus tu exactement. grappilles du temps, plus sa bonne phase, elle va durer sur peu de points. Et en fait, ce sera ensuite à ton tour. Et là, c'est à ton tour. Allez, let's go, moi j'enchaîne, tu vois. C'est ça, et ça on le ressent effectivement. Je le ressens depuis 3 ans, on va dire, sur les matchs. J'ai ce feeling-là où tu as ces phases-là, et tu le vois au niveau du score, et tu te dis non, je peux pas autoriser que l'autre il prenne beaucoup de temps pour récupérer, et donc tu interviens, et ça donne, forcément, ça donne raison aux joueurs qui mènent, mais au moins c'est fait dans les règles, et c'est hyper important. Et les bonnes phases et mauvaises phases, puisque du coup, tu as t'es en première loge en fait, pour regarder ça. Ces mauvaises phases et ces bonnes phases, est-ce qu'elles sont toujours déclenchées? Les changements entre bonne phase et mauvaise phase, elles sont déclenchées par, je sais pas, quelqu'un qui casse le jeu? Ou est-ce que d'un coup, il y a quelque chose qui change dans le match? À quel moment il y a ce revirement qui fait qu'un joueur passe d'une mauvaise phase à une bonne phase ou bonne phase à une mauvaise phase? Je demande pour pouvoir en fait nous-mêmes réussir à switcher entre ces phases-là en fait. Et si tu refaires c'est lacets, ça marche finalement. Je suis pas sûre d'avoir vraiment les compétences pour répondre à ta question. Oui, d'accord. Parce qu'il y a aussi tout le côté psychologique et connaissance du joueur lui-même. Parce que c'est ça qui va faire rentrer un joueur dans une bonne phase ou une mauvaise phase. Mais par contre, il y a des signes extérieurs qui se voient en tant qu'arbitre pour se dire lui, il se sent pas bien.
il va tenter de faire plein de choses pour gagner du temps. Ça se voit extérieurement. Mais j'ai pas de schéma systématique qui vont me déclencher un truc en disant attention là ça va pas. Je pense que ça fait plus partie des aspects physiques du joueur que de l'aspect réglementaire, quoi. Parce que j'essaie de cibler ce moment, tu sais, par exemple ce moment où il y a un joueur qui gagne 7-1, qui gagne 7 points et l'autre en gagne 1, et là d'un coup c'est l'autre qui met 7-1. Mais du coup entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour ça que je demandais s'il y avait je sais pas, des événements qui se passaient à ces moments-là ou ça fait partie du côté mental du joueur où effectivement sur un truc comme ça le joueur est pas prêt à jouer tout de suite, ou alors il y en a aussi de plus en plus on observe des joueurs qui lâchent le premier set pour observer son adversaire. Ça je l'observe vraiment de plus en plus. Alors lâcher oui et non, parce que pareil, dans le règlement, il y a un article qui dit qu'on doit donner le meilleur de soi-même sur le terrain, tout faire pour gagner. Carton, tu te dis. Mais je suis à fond. Ça serait évident, ça. T'imagines, tu prends un gars, je pense que tu ne joues pas correctement là, monsieur. En fait, le mec qui te lâche, non, mais je suis au maximum là pour rigoler. Ça serait énorme. Non, cette règle-là, elle a été faite pour éviter les calculs de sortie de poule, etc. Au JO c'était sur les JO à Londres. Londres 2012 Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, sur le double dame où ça trichait dans tous les sens. Pour pas rencontrer des premières mondiales, je crois. C'est ça. Donc voilà, tu es censé tout faire pour gagner ton match. Mais bien souvent, il y en a qui jouent à peine le premier set pour observer l'adversaire. Je le constate de plus en plus, ouais. Et on peut lâcher un set, enfin dans le sens, on peut lâcher un set après, dans le sens où je perds 18-10 et je me dis je vais pas tout donner parce que il y a peu de chances que j'y arrive. Je préfère me concentrer sur le deuxième set. Ouais, il y a le droit. Enfin, je veux dire, également. Je te dis, si l'arbitre se rend pas compte que tu fais ça et que tu donnes tout, que tu fais en sorte quand même de renvoyer le volant et que tu mets pas tout dans le filet. Après, si tu peux le prendre le premier set, tu le prends. Enfin, je pense que tu commences le set avec peut-être dans la tête en fait ce truc de savoir que tu vas observer, mais si au final ça tourne bien pour toi et tout, le set tu le prends. Mais je pense que ça doit être un moment où peut-être tu t'en vois un peu moins, et t'es plus dans une situation où tu vas beaucoup plus construire et regarder ce qui se passe en face, quoi. Ouais, probablement. Après, c'est mon interprétation et effectivement, je peux me tromper. Après, Mathéo, effectivement, comme tu dis, si t'es mené 18-10, tu vas pas te battre pour remonter. C'est le premier set, tu dis que t'as les deux autres. C'est chacun sa stratégie, quoi. Mais là, tu seras pas sanctionné pour ça. À 3 points d'un set. Oui. Ok, super. Ok. Et Dernière petite question sur ça ou on a fait le tour? Est-ce que j'avais d'autres trucs? Moi, à la limite, j'ai une question qui me vient en tête. Mais du coup, on repart sur les temps, sur l'entrepoint. Ouais. Si du coup, c'est les deux qui sont un peu en accord, c'est les deux qui vont faire des tours de terrain, qui vont prendre un peu leur temps parce que les deux ont besoin de récupération. Ouais. Là, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème. si, l'arbitre va aussi rappeler les deux joueurs, si c'est de façon répétée. Si c'est après, comme vous le disiez tout à l'heure, un rallye de 60 frappes, pardon, l'arbitre va peut-être même de lui-même inviter les deux joueurs à aller boire. Souvent, quand il y a des conditions de température assez hautes, on a des instructions du juge arbitre qui nous demandent d'inviter les joueurs à aller boire en cas de long match ou de long rallye. Après, si c'est les deux qui prennent du temps systématiquement, l'arbitre va appeler les deux joueurs et leur dire le jeu doit être continu, préparez-vous plus vite à servir et à recevoir. D'accord. Par contre, l'arbitre va être plus enclin quand même à les laisser récupérer ou les laisser aller boire si les deux sont d'accord en fait. Non. Non, malheureusement non. Comme il y en a un qui veut boire, l'autre veut boire, s'il vous plaît, on veut boire. Oui. Alors excuse-moi, j'avais pas compris le sens de ta phrase, mais tu vois, Mathéo disait, si les deux sont fatigués et qu'ils font des tours de terrain, non, on peut pas autoriser ça. Par contre, effectivement, si les deux demandent à boire, on va les autoriser. Okay, d'accord. L'arbitre, il est vraiment pas là pour se mettre en valeur ou se montrer. Au contraire, il est plutôt là pour les joueurs et pour le jeu. Ça, c'est vraiment important. Ok, d'accord. Super. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour avec ces dernières questions. Merci beaucoup, Aline, de t'être déplacée. Merci à vous, c'était très sympa. Merci. Moi, j'ai trouvé ça super enrichissant aujourd'hui. Voilà, on a parlé de plein de choses sur le règlement, c'est trop cool. Je vous invite à aller ouvrir le règlement de badminton qui se trouve sur MyFFBad ou sur le site de la BWF si vous voulez voir le règlement anglais. Mais déjà, se concentrer sur le règlement français pour les joueurs qui jouent en France. Oui, c'est bien. Déjà, allez l'ouvrir, le parcourir, vraiment, c'est important. Ça vous apportera dans votre jeu, probablement. Il n'est pas si long que ça, je pense. Oui. 14. Oui. 17 articles. 17 articles. Dont quelques-uns qui ne servent pas à grand-chose. Ok. Merci beaucoup, Mathéo et Alexis, toujours d'être là. Merci, Louise, à la régie. Sur ce, pour ceux
qui voient cette vidéo sur YouTube, allez vous abonner à notre Spotify ou à notre TikTok. J'en dirai pas plus, mais les TikTok devraient arriver. La page Insta est toujours ouverte. On essaie de viser les 1000 abonnés avant 2025, ça serait pas mal. On l'avait dit ça, je vous l'avais dit. Ok, Oui, ok, ok. mec, ok. Ok. On essaie de viser les 1000 abonnés avant 2025, ça serait sympa. Et écoutez, si on n'a rien à ajouter, merci les gars et on se dit à la prochaine pour le 3e épisode de Parlons Bad. À la prochaine, salut. À la prochaine. Salut. Au revoir. Chaque fois, du Chaque fois, on a un truc. Chaque fois, on a un... En fait, il nous apprend toujours un truc à la fin. D'accord, C'est incroyable. d'accord.